L'intitulé de sa conférence, c'est Intelligence artificielle et insensée ou naturelle et ignorante. Merci, Monsieur Bessière, d'être venu. Je vous laisse la parole. Merci. Je vais vous proposer une petite excursion dans un certain... Vous m'entendez bien? Parce que j'entends un petit écho, moi. Je vais vous proposer une excursion dans un univers de diverses intelligences. On va voir des intelligences très variées, de capacités très différentes. Et le message principal que je vais essayer de faire passer, c'est que avoir un corps change tout. Alors, ça change tout, principalement parce que ça rend les choses beaucoup plus difficiles, parce que être une intelligence avec un corps, ça nous plonge dans le monde physique réel, qui est d'une incroyable complexité, et il faut faire face à cette complexité. Mais d'un autre côté, ça facilite tout, parce que le corps lui-même, par ses capacités biologiques, en dehors du fonctionnement du système nerveux et de ce qu'on peut appeler l'intelligence, simplifie tout un tas de problèmes. Une autre aussi caractéristique, c'est que les intelligences vivantes, biologiques, celles qu'on va voir, elles ont tout un corps, et les intelligences artificielles n'en ont pratiquement jamais, où elles ont des ersatz de corps, mais qui ne sont pas vraiment des corps comme on a nous. Alors, ah oui, je sais pas mon geste. Je vais vous proposer entre Garry Kasparov, champion du monde d'échecs, ici, et puis Deep Blue, l'écran là-bas, un ordinateur d'IBM. Et donc, ça fait 30 ans que l'ordinateur a définitivement battu les humains pour jouer aux échecs. Ça a été un traumatisme tout de même, hein, parce que les échecs, c'est considéré comme une activité très difficile d'un point de vue de l'intelligence. Et Garry Kasparov, c'était le champion du monde, et il était battu par une machine. Donc ça a été un traumatisme pour les joueurs d'échecs, mais aussi pour beaucoup d'humains. Indéniablement, pour jouer aux échecs, l'ordinateur est plus intelligent que tous les humains et que Garry Kasparov en particulier. La particularité tout de même sur cette photo, c'est qu'il n'y a pas, dans ce duel, il n'y a pas deux acteurs, mais il y en a trois. Il y a Monsieur X, et le rôle de Monsieur X, c'est de lire ce que Deep Blue veut faire comme mouvement et de bouger les pièces sur l'échiquier. C'est la seule chose qu'il a à faire. Donc Deep Blue n'a même pas besoin de savoir jouer aux échecs. Monsieur X n'a même pas besoin de savoir jouer aux échecs. Il est donc nettement moins intelligent que Garry Kasparov concernant jouer aux échecs, qui lui-même est moins intelligent que Deep Blue concernant jouer aux échecs. Mais il y a une autre partie qui est jouée avec les échecs, c'est-à-dire ce problème de déplacer les pièces sur l'échiquier. Et pour cela, Deep Blue, il est juste incapable de le faire. Mais même plus généralement, et même 30 ans après, aucun robot n'est capable de faire cette tâche. Alors, on peut construire un robot spécifique qui soit capable, sur un échiquier spécifique, dans un milieu spécifique, de déplacer les pièces, mais aucun robot, actuellement, n'est capable de faire ce qu'est capable, en gros, un enfant de 6-7 ans, c'est-à-dire de déplacer des pièces d'échecs sur un échiquier, quel que soit l'échiquier, quelle que soit la forme des pièces, quel que soit le milieu, qu'il soit plongé dans une piscine, qu'il ait la tête en bas, etc. L'enfant va savoir le faire et aucun robot n'est capable de le faire. Donc, quelle est la différence entre ces deux problèmes qui sont jouer aux échecs, où l'ordinateur gagne contre tout le monde, et jouer avec les échecs, où en gros l'ordinateur perd contre tout le monde? La différence, c'est que jouer aux échecs, c'est un problème parfaitement clos, où l'ensemble des connaissances dont on a besoin est parfaitement déterminé. Vous avez besoin de connaître les 64 cases de l'échiquier.
vous avez besoin de connaître les déplacements des pièces, vous avez besoin de connaître les règles de prise et quelques règles spécifiques pour le début et la fin de partie. C'est tout. C'est toutes les connaissances dont vous avez besoin. Après, il y a une complexité combinatoire qui est d'envisager tous les coups possibles, mais la connaissance elle-même est parfaitement limitée. Pour jouer avec les échecs, pour déplacer les pièces, le problème est complètement différent. Il est complètement ouvert parce qu'il est plongé dans le monde physique. Et donc, potentiellement, vous avez besoin de connaître des choses sur la gravité. Vous avez besoin de connaître des choses sur la viscosité pour savoir à quel point il faut serrer la pièce pour qu'elle soit prise. Vous avez besoin de connaître des choses sur l'inertie et l'inertie de votre propre corps en particulier, l'inertie des pièces aussi. Vous avez besoin de connaître des choses sur la réflexion de la lumière, très importante, enfin, pas seulement la réflexion, mais la diffusion, la réfraction, toutes les lois de propagation de la lumière pour être capable d'identifier quelle pièce et à quel endroit, etc., etc. Et l'ensemble des connaissances dont vous avez besoin est potentiellement ouvert, voire infini, à la complexité du monde physique qui nous entoure. Alors ici, la question, c'est de savoir qui est le plus intelligent entre Arthur Rubinstein et donc entre Arthur Rubinstein, un des meilleurs pianistes du XXe siècle, et puis Raynor, un des meilleurs joueurs de StarCraft du XXIe. Et donc, en particulier, ce qu'il faut bien regarder, c'est les mouvements des mains de l'un et de l'autre. Et donc, il faut savoir que la vitesse à peu près maximale du nombre d'actions par minute pour un humain, c'est de l'ordre de 400 actions par minute. Aussi bien Arthur Rubinstein que Raynor atteignent ces 400 actions par minute au moment les plus rapides. La différence, alors pour atteindre ces 400 actions par minute, ils doivent pratiquer pendant des centaines d'heures et ils font des gammes. Et les deux font des gammes. Donc en musique, on sait très bien en quoi consiste de faire les gammes, mais il faut savoir que Raynor, il fait aussi des gammes parce qu'il a des enchaînements de touches qui sont souvent les mêmes et il les travaille. Il les travaille pour pouvoir accélérer et pour connaître tout ça au bout des doigts. Donc la différence entre Arthur Rubinstein et Raynor, et là je vais réhabiliter les jeux vidéo, surtout pour les plus anciens, c'est que Arthur Rubinstein, il travaille un morceau et l'enchaînement pour ses doigts est toujours le même au cours du morceau. Raynor, lui, il joue à un jeu qui est un mixte entre le piano, ce qu'on voit, et le jeu d'échecs, puisqu'il doit prendre des décisions tactiques et stratégiques en permanence. Et ça fait que les séquences d'enchaînement de touches qu'il doit jouer varient en fonction de la partie, au fur et à mesure que celle-ci évolue. Un autre duel, c'est entre Raynor, toujours le même, et puis Shinkawa. Donc Shinkawa, c'est un robot. Vous voyez, il atteint plus de 400 actions par minute. Il va super vite pour déplacer les billes. Mais la grosse différence, c'est que lui, il faut que absolument tout soit parfait. S'il y a ne serait-ce qu'une bille qui est un tout petit peu plus haute ou un tout petit peu plus basse que prévu, et c'est en panne, ça s'arrête et il ne sait plus quoi faire. Donc complètement opposé à Raynor, qui est tout à fait capable de s'adapter aux changements comme on vient de le voir. Alors, un autre duel, c'est entre Antoine Dupont, donc un des meilleurs joueurs de rugby au monde, et puis Atlas, un des meilleurs robots bipèdes au monde. Donc Atlas, ici, il a été entraîné à faire du parcours. Alors, je vois pas très bien où il en est. Voilà, donc là, il fait du passage sur des plans inclinés, il grimpe des escaliers,
il passe sur une poutre, il saute une poutre pour son compagnon, et ils vont faire même des saltos arrière, comme on va le voir. Hop, et encore un. Hop. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Atlas, il a eu besoin, lui aussi, de centaines, voire de milliers d'heures d'entraînement, et pour faire un parcours donné, toujours le même. D'ailleurs, de temps en temps, il se rate. Voilà. Voilà. Aïe, ça fait mal. Bon, il se rate. Ça ne veut pas dire qu'Antoine ne se rate pas, hein. Ça lui arrive aussi. Mais entre les deux, la différence, c'est encore une fois que chaque partie de rugby est complètement différente. Et il a beau avoir répété ses gestes, comme Atlas, il a répété ses gestes des milliers de fois pour les maîtriser complètement. Mais les séquences dans lesquelles il les enchaîne, elles sont constamment différentes, alors qu'Atlas, il faut que ça soit parfaitement la même chose. Alors là, c'est pas vraiment un duel, c'est pour vous dire qu'on peut réfléchir sur des intelligences largement différentes. Donc, à ma gauche, j'ai Chlamydomonas renarditi, Chlamie pour les intimes, hein. C'est une algue unicellulaire. Son diamètre, c'est à peu près 10 microns. Et elle a la capacité de nager la brasse grâce à ses deux flagelles. Elle fait de la brasse pour aller tout droit. Et puis, elle peut changer de direction en nageant à des vitesses différentes d'un côté ou de l'autre. Et puis, elle a quelque chose de formidable pour un unicellulaire. Enfin, elle a plein de choses de formidables, mais il y en a une dont je voudrais vous parler en particulier, qui est qu'elle a un œil. Donc, comment une algue unicellulaire peut-elle avoir un œil? Ben, en fait, il y a ce qu'on appelle un eye spot qui est situé à peu près là, qui est une zone sensible à la lumière, différente des chloroplastes, hein, qui eux produisent de l'énergie à partir de la lumière, mais sensible à la lumière, qui génère des choses sur la signalisation cellulaire à l'intérieur de cet unicellulaire et qui lui permettent de savoir d'où la lumière vient parce que elle a un problème central qui est d'aller vers la lumière pour se nourrir, mais de fuir la lumière quand il y en a trop parce que ça risque de l'endommager. Donc son problème central, enfin elle en a plusieurs, c'est phototaxie, photophobie. Elle fait aussi autre chose de formidable, c'est que quand elle nage dans une direction, elle se déplace en hélice, comme ça. Donc son eye spot scanne comme un radar et ça lui permet d'avoir une évaluation d'où vient la lumière beaucoup plus précise. Donc elle résout des problèmes assez complexes qui méritent, à mon avis, de dire qu'elle a une certaine intelligence, qui sont ceux d'aller vers la lumière, de fuir la lumière, de remonter certains gradients chimiques aussi, etc. Apparemment, on n'a pas mis en évidence chez elle de capacité d'apprentissage, mais il y a des unicellulaires, les paramécies, chez qui on vient de mettre en évidence des capacités d'apprentissage. C'est-à-dire, on leur fait faire quelque chose, et puis après, elles sauront mieux le faire ou moins bien le faire, en fonction de l'expérience qu'elles ont eue juste avant. Une autre forme d'intelligence, c'est pas le vélociraptor qui est là, mais c'est l'espèce des vélociraptors. Donc, c'est les espèces. Chaque espèce, considérée comme un individu, peut être considérée comme ayant une intelligence, et une intelligence tout à fait formidable, et qui a toutes les caractéristiques de l'intelligence, c'est-à-dire qu'elle est capable d'apprendre, elle est capable de percevoir, l'espèce, hein, je dis bien l'espèce, elle est capable d'agir, elle est capable, etc. Alors, vous me direz, elle n'a pas de corps. Bah si, elle a un corps. Le corps, son corps, à l'espèce, c'est constitué par l'ensemble des corps de tous les individus qui appartiennent à cette espèce. C'est eux qui perçoivent, mais ils perçoivent pour l'espèce aussi. C'est eux qui agissent, mais ils agissent pour l'espèce aussi, en particulier en se reproduisant, etc., etc. Donc, c'est une forme d'intelligence tout à fait intéressante et performante
Et elle est intéressante aussi parce que elle adopte, je parlerai pas beaucoup des manières de résoudre les problèmes d'intelligence dans cet exposé aujourd'hui parce que j'ai pas le temps de parler de tout, mais elle a des techniques de résolution et de raisonnement qui sont très différentes de ce qu'a un système nerveux. Mais elle y arrive tout de même. Alors, nouveau duel entre ChatGPT et Kepera. Donc là, ce qu'on va demander, c'est ce qu'est une bougie. Ah ben mon film est parti. Donc je vais peut-être vous parler de Kepera d'abord. Donc c'est un petit robot mobile qui fait 5 centimètres. Là, on lui a programmé un, un programme pour faire un comportement de veilleur de nuit. Et en particulier, il a éteint des incendies. Donc il a une petite turbine sur la tête et il souffle. Donc là, il a soufflé, ça n'a pas éteint, il se rapproche et il ressouffle, et il éteint, et il va être content, il va faire une petite danse, et puis il va partir faire ses autres tâches de veilleur de nuit. Euh, alors, souffler, ça a deux avantages. C'est un, ça éteint, et le premier aussi, ça permet de distinguer une lumière, une lampe électrique, par exemple, d'une flamme. Parce que quand il souffle, ça bouge, et ça, il le voit avec sa caméra. Et donc, c'est un comportement entièrement fait avec du raisonnement probabiliste bayésien. Et c'est donc très robuste à tout un tas de changements. Donc, il y a une petite anecdote, c'est que cette expérience était à la Fête de la Science sur une place à Grenoble. Donc accessible à tous. Les enfants en particulier avaient le droit de déplacer les Legos, de déplacer l'endroit où était la flamme, etc. Et il continuait à faire son boulot de 10 heures du matin à 10 heures du soir. C'était vraiment très robuste. Il y avait qu'un seul moment où ça marchait pas. C'était précisément entre 17 heures et 17h15. Pourquoi? Parce que le soleil se reflétait sur le bassin qui était au milieu de la place et Kepera voyait le reflet du soleil, il l'interprétait comme étant la flamme, et il soufflait sur le reflet du soleil en essayant désespérément de l'éteindre. Donc c'est robuste, mais avec des limites. Donc pour lui, si vous voulez, une bougie, c'est quelque chose qui n'existe pas en termes de mots, absolument pas. Par contre, ça existe en termes d'un espèce de fantôme des actions qu'il est capable de faire avec la bougie. C'est-à-dire s'en approcher, souffler dessus, l'éteindre, voilà. Évidemment, il ne sait pas nommer tout ça, mais il sait interagir avec la bougie. Alors, pour ChatGPT, c'est complètement différent. Si on lui demande qu'est-ce que c'est qu'une bougie, ben, il vous répond trois choses en faisant des belles phrases. Il vous répond que c'est un objet lumineux, ça, on est content. Une bougie d'allumage. Et puis même, ça je savais pas moi, il m'a dit que c'était une unité de mesure ancienne de lumière. Très bien. Donc d'un côté, si vous voulez, vous avez ChatGPT qui est capable de vous parler de bougies pendant des heures, parce que si on continue, il va raconter d'autres choses sur les bougies. Et de l'autre, mais il est absolument incapable d'agir et d'interagir avec une bougie. Et de l'autre côté, vous avez un petit robot qui lui n'a aucune idée, manière de parler de bougie d'aucune façon que ce soit, mais qui est capable d'interagir avec elle. Donc, quel est le plus intelligent entre les deux? Je sais pas. Je vous laisse juger, mais c'est deux manières très différentes de concevoir les bougies. Alors, pareil, la confrontation entre le chat, donc qui est le chat GPT français, et puis un gorille. Donc le chat, si vous lui envoyez comme prompt que mon petit chat est mort, eh bien, il va vous dire tout un tas de choses sur le fait qu'il est désolé, et puis il va demander comment il s'appelait. Si vous dites Gödel, voilà, il est content parce qu'il va pouvoir embrayer sur un mathématicien, donc il va se mettre à vous parler du mathématicien, etc., etc. Euh, Donc, Coco, le gorille, c'est une femelle gorille adulte à qui on a appris à interagir avec le langage des signes.
Et cette Coco, comme elle s'ennuyait un petit peu, on lui a donné un petit chat et elle s'est énormément attachée à ce petit chat. Elle le câlinait, elle jouait avec la plus grande délicatesse d'ailleurs, en le caressant et surtout en prenant bien soin de ne pas le blesser. Et puis un jour, il y a eu un drame, c'est que le petit chat est mort. Il a été tué par une voiture parce que lui avait le droit de sortir de la cage. Et voilà l'annonce que fait sa maîtresse à Coco que le petit chat est mort. Et donc là, Coco, elle dit que c'est vraiment moche, que c'est triste. Elle fait signe de pleurer. Là, elle fait signe qu'elle n'est pas du tout contente. Elle fait signe de pleurer, etc. Et là, malheureusement, j'ai pas le son, mais en fait, quand elle a été isolée, on l'entend pleurer. Elle pousse des grognements qui ressemblent à des pleurs, tellement elle est triste de la mort de son petit chat. Voilà. Alors, qui est le plus intelligent? Pour les intelligences naturelles, je dirais la réponse est un petit peu toujours la même, c'est celles qui ont survécu. Et qu'on peut observer parce qu'elles ont survécu à travers les âges. Et donc, survivre, bah, c'est interagir avec son environnement. On est plongé dans le monde physique, il faut interagir avec lui. Donc, c'est agir sur soi ou sur son environnement pour perdurer et pour se reproduire. C'est décider pour choisir quelle action effectuer. C'est percevoir pour acquérir de l'information nécessaire à la décision. C'est mémoriser pour préserver cette information tant qu'elles peuvent être utiles. C'est raisonner pour combiner les informations de manière pertinente. C'est exploiter l'environnement pour croître et se multiplier, mais c'est aussi explorer pour découvrir de nouvelles ressources ou de nouvelles solutions. Donc exploiter et explorer sont un peu les deux faces d'une même pièce, toujours en concurrence, mais aussi en coopération. C'est apprendre pour que ce qu'on a trouvé en explorant permette ensuite de mieux exploiter. Et puis survivre, c'est enfin s'adapter à un environnement lui aussi permanent, en permanente évolution. Et donc, l'intelligence, elle repose vraiment sur tous ces mots. Alors, maintenant, je vais changer un peu de registre. Je vais comparer deux choses, les deux grands paradigmes de la cognition, de l'intelligence et du raisonnement. Donc, le plus dominant, c'est celui de la logique. C'est-à-dire que la logique, d'une part, faut voir son importance dans notre monde, hein. Elle est à la base de la connaissance scientifique. Elle est à la base du progrès technique. Elle est surtout à la base et l'unique fondement de ces machines. Même les machines d'intelligence artificielle, même le deep learning est fait sur des machines qui sont fondées sur une unique chose, c'est la logique. La seule chose que sachent faire ces machines, c'est de la logique. Donc, c'est quelque chose de très fondamental pour notre vie quotidienne. Euh, mais ça a un certain nombre de défauts. Et un des défauts principaux, c'est que la logique, ça ne s'intéresse que à ce qui est vrai ou faux. Et dès qu'on a un corps, ça devient problématique parce qu'il y a plein de choses qui sont pas complètement vraies ou pas complètement fausses. Donc, par exemple, si vous avez Alice ici, qui est en face du célèbre tableau de Magritte, où il y a une pipe qui est peinte et où il y a écrit en dessous, ceci n'est pas une pipe, elle se pose la question de savoir si c'est une pipe. Ben, si elle la regarde et si elle regarde le tableau et qu'on lui dit est-ce que c'est une pipe, elle va répondre oui.
Si vous demandez à un programme de reconnaissance d'images si c'est une pipe, il va vous répondre oui. Par contre, si elle a envie de fumer, elle va vous répondre non. Donc déjà, elle oscille entre deux possibilités en fonction de ses buts et en fonction de la question qu'elle se pose. Si elle a envie de fumer, les narguilés des rues d'Istanbul, c'est des pipes. Pourtant, ça n'a visuellement absolument rien à voir avec ça. Donc là, c'est en fonction véritablement de l'action qu'elle peut avoir sur l'objet qu'elle va répondre. Si la pipe est cassée en deux, elle va sans doute répondre que c'est encore une pipe. Une pipe cassée, mais une pipe. Si la pipe est cassée en 1000 morceaux, là, ça devient plus difficile. Si ça se trouve, elle va absolument pas se rendre compte que c'est une pipe. Donc, savoir si on a affaire à une pipe ou pas, c'est pas une question où on peut répondre oui ou non purement à partir de nos perceptions. On peut y répondre que en fonction de nos motivations et des actions qu'on est capable de faire avec l'objet en question. Donc, la réponse, elle n'est pas totalement logique, elle est beaucoup plus nuancée que ça, et c'est ça qui amène au deuxième paradigme de possible de l'intelligence, qui sont les probabilités, et de savoir si notre raisonnement est probabiliste et si on prend plutôt des décisions de nature probabiliste que de nature purement logique.